Je vous remercie, Madame la Présidente. Je suis très ému par les éloges qui ont été déclinés par elle. Je ne suis que modeste serviteur de la loi et des principes. Lorsqu'en 2016, le président Ousmane Sonko m'a contacté pour sa défense, parce que je le connais depuis 2002, alors qu'il avait été radié par le président Macky Sall, j'avais mis en place un collectif d'avocats pour le défendre. Il m'a séduit par sa carrure et son charisme. Je n'ai jamais vu un homme aussi charismatique que Ousmane Sonko. Nous l'avions défendu à l'époque avec quelques confrères et son dossier avait été jugé quelques années plus tard, alors qu'il n'avait pas besoin de jugement. Il avait dit que pour le principe, il s'était battu. En 2021, il avait été l'objet d'une plainte pour viol et j'avais mis en place un pool d'avocats. Et dans la mise en place du pool d'avocats, j'ai fait appel à, entre autres, à Maître Cheikh Khoureyshiba. C'est Cheikh Khoureyshiba qui a fait appel à Maître Juan Branco. Parce que Juan Branco est quelqu'un que Ousmane Sonko suivait depuis assez longtemps. Parce que c'est un écrivain, avocat, engagé, patriote, qui également aimait le Sénégal. Ousmane Sonko m'a demandé de faire tout pour que Juan Branco rejoigne la défense. C'est ainsi que sous la facilitation de Maître Cheikh Khoureyshiba, qui sera là tout à l'heure, nous avions fait appel à Juan Branco. C'était bien après la poursuite de viol, lorsque Mame Mbaye Niang avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation. Parce qu'à l'époque, le président Macky Sall faisait tout pour éliminer Ousmane Sonko de la course au présidentiel. Parce qu'il le savait grand favori des sondages. Et donc, c'était l'homme à abattre. Il ne fallait pas le laisser passer. Parce que le président Macky Sall voulait un troisième mandat. Et voulait empêcher toute personne qui ait des velléités de l'empêcher, pour me répéter, d'avoir cette cerise sur le gâteau, de ne pas lui faire obstacle. C'est la raison pour laquelle il a identifié Ousmane Sonko comme étant le danger principal et il fallait l'éliminer. De notre côté, nous avions mis en place, Juan était là, avec d'autres, Saïd Larifou et puis Hervé Kam, qui est aujourd'hui arrêté au Burkina Faso, Ciré Clédor Ly, Ousseynou Fall, Ousseynou Ngom, Joseph Etienne Dione, le cabinet Ourjan, d'autres cabinets étrangers, des avocats de renommée au Sénégal comme Demba Ciré Bathily également. Nous avions mis en place, disais-je, un pool pour contrecarrer tout ça. Et nous n'avons jamais connu un dossier aussi difficile que l'affaire Ousmane Sonko. Dans notre carrière d'avocat, c'était le dossier le plus marquant. Beaucoup d'avocats ont été sanctionnés dans l'affaire Ousmane Sonko. Nous étions sur le fil du rasoir pour vous dire que nous avions pris des risques. D'autres ont été emprisonnés. Juan Branco a fait Rebeuss. On nous a même dit qu'il a fait le paquetage. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il avait été arrêté pour un délit farfelu de recel de malfaiteurs, Juan a refusé de porter des chaussures. Pour vous dire que c'est un révolutionnaire. Lorsque le juge l'entendait, il ne voulait pas piper mot. Il avait pour seul mot cette phrase « Seule la lutte libère ». Et la lutte, effectivement, a libéré. Et aujourd'hui, la lutte a libéré le Sénégal, grâce également à la bénédiction de tous ces gens-là qui ont fait
fait la prison, je peux parler de Djamel Sané, du maire également de Kermassar, le grand-maire Bilal Diatta, de Fana Fleur, de Fatima Lasson-Colès que j'aperçois, tous les détenus, toutes les détenus politiques qui ont contribué à libérer ce pays d'un tyran. Donc nous n'avons en face de ces gens-là pas du tout de mérite. Parce que nous n'avons pas fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont vu leur chiffre d'affaires chuter de façon drastique, mais il s'agissait de sauver un pays. Et Dieu sait qu'on n'avait rien demandé, et Dieu sait qu'on ne demandera rien du tout. Nous l'avons fait pour le Sénégal, nous l'avons fait pour la patrie, parce que nous sommes des patriotes. Nous aimons Ousmane Sonko et nous aimons également le projet. C'est la raison pour laquelle nous avons donné corps et âme pour défendre ce projet-là, jusqu'à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu président et nous sommes tous Vous savez, Ousmane Sonko est un grand stratège. Et il me plaît souvent à le rappeler en toute discrétion, et je vais trahir ce secret aujourd'hui, même les requêtes qu'on faisait étaient co-rédigées par nous et lui-même, parce que c'est un juriste, doctorant en droit. Il faisait lui-même les requêtes et nous les corrigions. Donc c'était un travail collectif entre nous et lui. Et c'est ce travail collectif qui a été produit et qui a sauvé le Sénégal. Donc Ousmane Sonko est pour nous une vraie référence. J'aperçois. Je voulais dire que c'est l'histoire qui se répète. Parce qu'il y a un an, Juan Branco nous a fait une surprise en conférence de presse. Et il a été alpagué et conduit à Rebeuss. J'espère qu'aujourd'hui, Maître Khoureyssi Ba ne le sera pas. Parce que lui aussi nous a fait une belle surprise. Et c'est comme ça, l'histoire se répète. À un moment donné, je me disais que nous étions tous devenus fous. Vous imaginez que Juan Branco a été arrêté simplement parce qu'il a séjourné au Sénégal, alors qu'il ne faisait même pas l'objet d'une interdiction de séjour. Il y a des choses que je tairai. Avec ces choses-là, je serai peut-être dans la tombe, je ne les dirai jamais. Mais Juan Branco n'était frappé d'aucune forme d'interdiction lorsqu'il était dans le sol sénégalais. Il a fallu que des gens fassent des actes pour l'arrêter, disant qu'il est interdit de séjour en territoire sénégalais, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, tout ça a participé quand même au changement. Les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une injustice qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et cette injustice-là a été mise en exergue par le travail quand même des avocats. Ils ont montré la face hideuse du régime. L'injustice qui frappait ce Sénégal-là et la main injuste qui frappait. Ce sont les avocats également qui se sont battus pour ça. Donc félicitations à ces avocats-là valeureux dont j'ai parlé. Maintenant, il y a eu une révolution. Pour venir au thème, Marcel Prélaud et Boulouis, pour les constitutionnalistes, disaient que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle remplace, elle rend vulnérable celle qu'elle instaure en montrant que les gouvernants sont mortels. Et c'est pour quand même avertir nos dirigeants qu'une révolution n'est jamais acquise. Il faut continuer le travail de terrain. Et je l'ai dit la dernière fois, lorsque je suis descendu dans les égouts de la Corniche Ouest pour travailler avec les Patriot Riders, en leur disant que c'est à nous de changer le pays. On n'attend rien du tout. Nous sommes une jeunesse engagée et nous voulons changer ce pays.
L'État peut nous accompagner, certes, mais c'est à nous de prendre l'initiative de changer le pays. Le président Kennedy disait dans son discours à Berlin qu'un vrai patriote, ce n'est pas celui qui dit que j'attends telle chose de l'État. Il dit qu'est-ce que moi je peux apporter à ma patrie. Et je pense que demain fera jour et le Sénégal va se développer, Inch'Allah, sous ce rythme-là que je vois. Je disais tout à l'heure que nous étions devenus fous. On voyait à cette époque-là des gens arrêtés sans fait, c'est-à-dire qu'on vous arrête dans votre chambre et on vous cherchait après des faits, on vous collait des faits. On était dans le summum de l'injustice et de la violence d'État. On n'a jamais connu ce niveau de dictature. Et pour permettre d'huiler tout ça, pour permettre de calibrer tout ça, il a fallu faire appel à des lois senghoriennes. Parce que Senghor, après la crise de décembre 1962, a eu peur, je pense. Et il a instauré un régime présidentialiste pour faire une osmose entre le droit et la politique. C'est-à-dire pour confondre le droit et la politique. Il voulait faire du droit quelque chose qui soit au service de sa politique. C'est la politique de répression de l'opposition. C'est ce que Macky Sall a refait après. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de Senghor. Senghor a créé des lois liberticides qui empêchaient l'exercice des libertés. Parmi ces lois liberticides, il y a eu l'article 139 du Code de procédure pénale qui dit que lorsque quelqu'un est arrêté pour des infractions politiques, ce qu'on appelle les infractions politiques en droit pénal, c'est-à-dire les infractions figurant aux articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal, 47 articles. Lorsque le parquet demande le mandat de dépôt, le juge est lié. Sous l'ancien système, on disait que lorsque pour ces infractions, le parquet sollicitait le mandat de dépôt, le juge n'a pas le choix. On disait sur réquisition du procureur, le juge place sous mandat de dépôt, le juge d'instruction, pour ces infractions. Et rien n'était plus imprécis que ces infractions-là. C'est dans ces infractions-là qu'on retrouvait l'article 80 du Code pénal. C'est dans ces infractions qu'on retrouvait les attentats, les complots, les manifestations non autorisées. Toutes ces formes d'arrestation-là sont liées à ça. Que ce soit Fala, que ce soit Fatima, que ce soit elle, tout le monde, elles ont été arrêtées sur la base des articles 56 à 100 et 255. 45 articles, je disais, 56 à 100 et 255 du Code pénal. Diffusion de fausses nouvelles. Et il y en a parmi ces infractions des infractions fourre-tout. Par exemple, l'article 80 dit que des autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, des autres manœuvres, point. Il n'y a aucun contenu à ces articles-là, sinon que ça laisse au pouvoir une liberté d'appréciation pour arrêter les opposants. C'est ce qu'on a appelé, comme tout à l'heure, les lois liberticides. 56 à 100, et l'article 139 du Code de procédure pénale dit, sous l'ancien régime, disait, sur réquisition du ministère public pour ces infractions du procureur, le juge d'instruction est obligé de placer la personne sous mandat de dépôt. Sur réquisition du ministère public, le juge d'instruction est tenu de placer la personne sous mandat de dépôt. Ça, c'était sous le Code d'instruction criminelle. Il y a eu une évolution après. On a dit sous l'empire de la loi de 1963, sur réquisition spéciale du ministère public, le juge d'instruction place sous mandat de dépôt. C'est des variations de forme qui ne signifient rien du tout. Après, en 1999, on a instauré le terme dûment motivé. Sur réquisition dûment motivée, on obligeait le procureur à motiver son réquisitoire pour obtenir un mandat de dépôt. Mais sous le régime de Macky Sall, ça n'a pas changé. À chaque fois que le parquet prend un réquisitoire, le juge placé sous mandat de dépôt. Et je ne vais pas évoquer les cabinets d'instruction que vous connaissez. Automatiquement, c'est le placement sous mandat de dépôt.
avec des retours de parquet incessants, 7 jours, 8 jours. Ceux qui ont fait le commissariat central savent que le retour de parquet est plus douloureux même que la prison. Et c'est comme ça que ces gens-là ont gouverné ce pays-là, d'une main de fer. Et parallèlement, il y a des jeunes qui se sont levés comme un bouclier pour défendre la démocratie. Je disais que ces lois sont d'inspiration sémorienne. Parce qu'avec la crise de 1962, peut-être qu'il a pris peur, je ne sais pas, c'est des questions sur lesquelles je ne me prononcerai point. Il a été décidé de rendre les lois plus dures et moins précises pour pouvoir élargir le champ de répression, c'est-à-dire capter plus de gens et les mettre en prison. C'est ce qu'on appelle un élargissement du champ de répression. Or, Beccaria disait, c'est le droit pénal classique, que les lois pénales doivent être précises et la loi pénale ne peut pas s'accommoder de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'interprétation donnée au juge. On dit souvent que la loi pénale doit être stricte. L'interprétation de la loi pénale est restrictive, elle n'est pas large. Comme c'est le cas en droit administratif, vous le savez, l'autorité administrative, il a ce qu'on appelle parfois un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'apprécier les choses selon son bon vouloir, ou en tout cas avec largesse, alors que le juge pénal ne peut pas. Les lois pénales sont de façon stricte interprétées. Donc, ça c'est de la politique au cœur du droit. On retrouve donc la politique au cœur de notre arsenal de répression, c'est-à-dire du code pénal. C'est pourquoi je pense que Fala ou les autres qui étaient aux assises nationales, je pense qu'ils ont proposé la suppression peut-être de l'article 139 du code de procédure pénale, qui a permis toutes ces arrestations-là par la seule volonté du prince. Le prince ici, c'est le procureur. Le ministère public, avec ensuite le garde des Sceaux et enfin le président de la République, qui directement a le contact du procureur et lui dit arrête-moi telle personne, sur la base de l'article 139. Et si le procureur requiert sur la base de l'article 139, le juge est obligé de placer la personne en détention. Et si cette personne demande une mise en liberté provisoire et le parquet dit non, cette demande est irrecevable. Elle n'est même pas examinée par le juge. Donc on est dans la politique au cœur du droit. Et quelqu'un le disait, lorsque la politique entre dans le prétoire, par la porte, le droit sort par la fenêtre. Et c'est comme ça qu'on a assisté à une politique de répression pendant toutes ces années-là. Cette politique de répression a permis à un régime de se pérenniser et de faire, entre guillemets, peur, parce que ce régime a cherché à faire peur en utilisant des lois liberticides. C'est la raison pour laquelle, pour moi, pour finir, le droit ne se peut s'accommoder de la politique. La politique ne peut pas s'accommoder également du droit. Parce que quand la politique entre dans le prétoire, le droit en sort. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas dans une démarche académique, je ne suis pas dans l'académique, je suis dans la démarche de précision. C'est pourquoi je critique parfois mes amis théoriciens du droit ou professeurs ou étudiants. Parfois on est trop dans l'académique, en oubliant certaines choses qui relèvent de la pratique. Moi, lorsque je venais dans mes premières années de bar, en 2002-2003, je pensais que ce que j'ai appris à l'université pouvait me servir. Je vous le dis, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Il a fallu approfondir mes connaissances, être dans le prétoire, répondre à l'argumentaire du procureur en matière pénale, en matière civile, répondre à l'argumentaire de l'avocat pour être dans le sillage du droit. Parce que moi, j'ai estimé après que je n'étais pas dans le droit, j'étais hors du droit. Donc c'est la pratique qui aidant peut vous permettre de vous accommoder de beaucoup de choses. Et donc pour finir, moi je suis dans la précision et je suis dans la conclusion qui veut que le droit ne peut pas s'accommoder de la politique. Lorsqu'on veut changer un pays,
on doit être dans les principes. On ne doit pas rechercher des gens à phagocyter en utilisant des textes. Même si ça peut être relativisé quelque part. On parle de la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, mais cette présence n'est pas politique. Elle est dans l'organigramme, elle est dans la normalité. Si la présence était politique, et que le chef de l'État puisse avoir la possibilité, selon son bon vouloir, ou parce qu'il veut influer sur la justice, de nommer à des postes là, on ne serait pas d'accord. Mais c'est aussi pour éviter le gouvernement des juges. Il ne faut pas laisser les juges seuls décider en Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs, il ne voulait pas parler d'une séparation parfaite. Il voulait aussi parler d'une collaboration mutuelle des pouvoirs. Mais que le président de la République sorte du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut qu'il reste, mais qu'il ne politise pas le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on l'attend du président Diomaye Faye, c'est un technocrate. Il est dans les rails. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui ne peut pas dérailler. Le premier ministre Ousmane Sonko, n'en parlons pas. Pour moi, il est plus que dans les principes. La fois dernière, il nous taquinait en nous disant que ces gens-là font de la politique à l'ancienne, en taquinant nos amis de l'autre côté. Mais ils ne savent pas que moi, ce que je fais, je fais pas de la politique à l'ancienne. Ils disaient qu'ils perdent leur temps, parce qu'on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas sur les mêmes zones. Donc, j'exprime une grande satisfaction à parler devant vous. C'est un exposé d'avocat, ce n'est pas un exposé académique, avec l'introduction. Moi, je raisonne à bâton rompu. J'ai dit ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu pendant cette période-là en tant qu'avocat, une période dure pour le pays. Et heureusement, alhamdoulilah, on est sorti de cela. Je dis merci à tous. Et je finirai par une anecdote. Juan Branco s'est présenté à la conférence de presse. Il y a nos amis de l'autre côté qui disaient « Oh, ce petit plan-là !» Ils se moquent. Et puis les Bamba Cissé, c'est décomplexé. J'ai dit que ces gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que nous sommes tous d'égale dignité dans le pool d'avocats. On est devenus une famille et des frères. Pour qui connaît un avocat, nous n'avons de complexe vis-à-vis de personne. Et ça, Dieu le sait. Tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de le préciser. Juan a fait beaucoup pour la lutte patriotique. Juan a beaucoup apporté au combat. Et certains ont pu penser à un certain moment donné que la plainte de la CPI était juste pour les dérouter. C'est du béton. C'est très sérieux. Et cette plainte est en cours. Je le laisserai peut-être en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit international pénal ou en droit pénal international parce qu'il y a une nuance. Je le laisserai s'exprimer sur ça. Mais on a eu un pôle d'avocats qui était extraordinaire, qui était formidable. Et à partir de notre nid, nous avons suivi les autres également évoluer. Nous avons suivi la souffrance des autres, la souffrance de ceux qui ont fait la détention. Et nous vous disons encore une fois, ma soeur. Et vraiment, Dieu a fait que les choses ont changé. Et nous disons alhamdoulilah au Père Dieu. Merci encore à tout le monde. Ça a été un plaisir de vous je passe la parole au modérateur, à la modératrice. Merci beaucoup. Merci, maître Bamba Cissé. Quand la connaissance, l'engagement